Et salut tout le monde, c'est Guigui. Vous me connaissez sûrement pas. Je suis nouveau dans le monde de YouTube. Donc je suis j'espère un futur YouTuber concernant Hearthstone en particulier. Ouais, je vais faire un peu d'autres jeux, tout ça. Mais pour le moment, ça sera du Hearthstone. Alors là, vous vous dites, mais merde, c'est un noob. Donc un noob dans le sens noob, hein, débutant. Pas du tout. Figurez-vous que ça va faire 6 mois maintenant que je joue à Hearthstone depuis la bêta fermée, enfin la fin de la bêta fermée, ou tout début de la bêta ouverte. Je sais plus exactement. Enfin bref, au tout début quoi. J'ai découvert par moi-même Hearthstone, c'était pas quelqu'un qui m'a dit ouais ce jeu est trop bien. Enfin bref, j'ai découvert Hearthstone dès ses débuts. Alors pourquoi je suis sur un compte bas niveau du coup. Vous remarquerez ici avec les auras bleues qu'on voit ici là, je n'ai absolument aucune carte et c'est tout simplement parce que je vais vous proposer un concept qui a déjà été réalisé par Talk. Donc je vais dire mon ami Talk, mais je suis totalement inconnu pour lui. Cela dit, moi je le connais parce que j'ai beaucoup regardé ses vidéos et beaucoup appris par Talk. Donc ouais, je mettrai dans la description sa chaîne YouTube. Cela dit, il a arrêté de faire des vidéos sur YouTube concernant Hearthstone, hein. Il en fait toujours un peu parce que maintenant il a été bon, on va pas s'éterniser non plus, mais un bref résumé, il a été engagé par Millennium. Enfin, il a désiré travailler chez Millennium. Il y travaille maintenant, donc il fait plutôt du multigaming et il s'investit plus tellement dans un jeu spécifique qui était avant Hearthstone. Pourtant, il avait un très bon niveau. Enfin, il fait ce qu'il veut, c'est sa vie. Alors du coup, ce concept que je vous propose ici, c'est tout simplement donc j'ai créé un nouveau compte et c'est d'apprendre à tous les nouveaux joueurs comment rentabiliser un maximum son compte. Je m'explique comment avoir le plus rapidement possible un maximum de cartes, soit un maximum d'argent pour avoir un maximum de cartes, vous apprendre les bases du jeu, comment gagner plus facilement, tout ça, enfin les petites astuces du jeu, hein. Je vais pas faire que ça comme vidéo, je ferai du vidéo, comment dire, plutôt top elo quoi, enfin à haut niveau, hein, pour les experts déjà sur Hearthstone. Mais là c'est vraiment, je voulais commencer par là. Pour des vidéos pour les débutants. Donc là, après avoir passé les missions de Hearthstone qui sont, ma foi, absolument hyper difficiles, non pas du tout, hein, pas du tout, pas du tout. Alors la première chose que vous avez à faire, donc j'ai déjà fait parce que c'est pas du tout intéressant à regarder, à vrai dire, c'est de battre tous les champions, enfin comment on appelle ça, tous les héros, hein, c'est ça ici, qu'ils appellent les héros. Donc, tous les héros, donc il y en a 9, ils sont vraiment pas durs, hein, peut-être que vous allez rater une ou deux fois, mais c'est rapide, hein, enfin, c'est relativement rapide. J'ai quand même mis 1 heure, j'ai l'impression d'avoir pas eu le temps de ma vie. Enfin bref, faut le faire. Pourquoi? Parce qu'on débloque une arène. Alors l'arène, c'est la base, hein. Si vous voulez sur Hearthstone, vous pourrez pas grimper dans le ladder, donc dans les parties classées, si vous n'avez pas les cartes. Et le meilleur moyen pour avoir des cartes, ce n'est pas de les acheter avec ici les 100 PO qui nous ont été offerts par Blizzard. Enfin, c'est pas d'acheter des paquets par la boutique ici, c'est de les gagner en arène. Alors pour ça, je vais vous expliquer comment gagner plus facilement en arène, tout ça. Mais déjà là, on va déjà pour débuter. Gagner la première partie là parce qu'on a une quête, j'aurais peut-être dû le faire avant ça, mais bon, on va le faire comme ça un peu, comme ça je pourrais vous expliquer quelques mécaniques du jeu au passage. Parce que ouais, et quand on gagne une partie contre un vrai joueur quoi, il nous offre un booster, donc on va ouvrir un booster et puis comme ça je pourrais vous expliquer au moins 5 cartes qui sont pas mal ou pas, hein. Donc le but de ce concept, c'est de toute façon déjà d'une part, bon, Torque a dit, le but c'est de passer les gens sans dépenser une thune. C'était faisable il y a 2-3 mois,
donc quand Torque a lancé son émission, maintenant c'est juste impossible. Enfin si, c'est carrément possible, mais c'est juste hyper long. Hein. Et puis je pense pas pouvoir faire ça. Donc je ferai justement plutôt une petite série de vidéos pour au moins expliquer les bases. Et puis je pense pas passer les gens avec ce compte. Hein. C'est juste, je l'ai créé pour simplement apprendre les bases hein, sur le terrain. Donc ici, contre un mage, le diamant ne sert à rien, de la cloche, c'est tout intéressant. L'inventeur, trop cher, on garde pas. Ouais, donc là, le but, je sais pas comment il fonctionne Blizzard ici, si la première partie, on tombe contre des gens qui font aussi leur première partie, je sais pas du tout. Hein. Bon, je me suis pas renseigné, je sais même pas s'ils ont communiqué là-dessus, je me suis juste simplement pas renseigné. Hein. Donc j'espère que cette partie va aller assez vite quand même. J'aurais peut-être dû le faire avant de vous présenter la vidéo pour pouvoir ouvrir directement le booster. Enfin bon, c'est pas grave, c'est fait, ça devrait pas prendre trop de temps. Je sais pas si vous me voyez bien par contre, parce que il fait un peu sombre. Hein. Oui, là, il est déjà tard, hein. C'est bientôt l'hiver. Le soleil devient feignant. Bon, je pense oui que c'est un joueur débutant. Hein. Voilà, non. Bon, on va jouer le limon. Hein. On va les plus agressifs, on n'a pas besoin de piocher maintenant de toute façon. Sûrement, ouais, un débutant, sûrement, donc ça devrait aller vite. Hein. Ça devrait aller vite. On passe ton tour. Ah, c'est Jean, on va piocher, on a que ça à faire de toute façon. Donc, ouais, alors, pourquoi démoniste on va Pourquoi démoniste parce que je pense que c'est le premier deck qu'on va faire. Alors, moi, quand j'ai commencé à Hearthstone, j'avais pas du tout été voir qui jouait quoi en fait. Et finalement, j'ai découvert après un deck qu'on appelle le Zoo. Et c'est juste insane, hein, c'est complètement fort. Et l'avantage de ce deck, c'est qu'il est pas cher du tout. Du coup, je pense sur cette série, on va débuter en créant un Zoo. Parce que c'est le moins cher et il est super efficace. Hein. Donc un zoo old school, ça sera pas le zoo donc pour les amateurs d'Hearthstone, on sera hors méta hein, de toute façon parce qu'on n'a pas les cartes, on n'a pas Naxxramas qui nous le permet. Alors ici, on va jouer un Raptor, on va juste clean son Senjin. Hein. On va pas chercher ici. Ouais, ça va aller vite, ça va aller vite. Pas. Alors juste après, on va faire une arène et puis là, je prendrai un peu plus mon temps pour vous expliquer. C'est embêtant, hein. C'est embêtant ce qu'il vient de nous faire ici. Ah d'accord. Ah oui, alors Enfin non, c'est pas... Oui, donc c'est clairement un débutant, parce qu'ici, je pense qu'il a pas vu qu'il avait un passif. il a pas bien suivi le tuto. On va piocher avant, voir quand même, on sait jamais, je pense pas qu'on aura beaucoup mieux qu'un... Je pense pas qu'on aura beaucoup mieux qu'un... ouais, alors il a burn une de ses 1-3-1 charge, au lieu de faire un coup de passif hein, qui termine ma carte. Bon, enfin, tant mieux pour nous. Donc il a plus de métamorphose, il burn sa deuxième métamorphose. Il va être bien déçu quand il va voir le champion du relevant arriver après. Hein. J'espère que vous aimez mon invention. Il va être terriblement déçu. Bon, je pense qu'on va même aller à la grotte. On va faire ça bien. Clean, hop. Donc fallait bien les petits détails, il fallait bien faire ici attention de poser le champion du relevant avant de taper dans c'était quoi? Dans l'ingénieur novice d'en face. Hein. Pour pas qu'elle meure tout simplement parce qu'elle passait à 2-2. Ok. Bon. Rien de bien embêtant. On va se mettre un petit taunt en plus là. Puis on va aller à l'agro tranquillement. Prochain tour on le finit je pense. Il n'a plus de métamorphose, il a encore une boucle de feu éventuellement sur le champion de devant. Mais est-ce que lui dans sa tête c'est pas un finisher? Voilà, je crois que ouais, oh, si, je suis quasi sûr que c'est le GG. Bon bah voilà, GG. Hop.
ça comme ça, 6, hop. Bon voilà, alors on a un booster gratuit du coup, alors bien joué quand même. Hein. Hop. Voilà, premier sang. Alors on gagne un petit booster. On va y l'ouvrir tout de suite, hein. On va voir, on sait jamais. Sans jamais quoi, peut-être avoir une légendaire dès le premier booster, ce serait fabuleux. Ok, oh bah décidément. Bon, on va faire une arène, on va pas faire les 3 victoires en partie. Oui, c'est ça. Donc on va ouvrir ce booster. Hop. Ok, un booster classique. Hein. Je sais pas si. Golem des moissons, très intéressant. Alors, bah même loup alpha. Alors là, on va faire un zoo. Loup alpha et golem des moissons font partie du zoo. Alors incroyable pour nous, ça nous fait déjà ça de moins un craft. Frappe mortelle, on ne l'utilisera pas, ça s'utilise pas, c'est moyen. L'apprenti du sorcier, on pourra l'utiliser dans un deck mage futur. Et ça, une carte du paladin qui n'est pas jouée. En arène, elle est jouée, mais elle n'est pas jouée. Qui permet de piocher quand on attaque un serviteur. Donc, c'est parti pour notre première arène. Donc, le principe d'une arène. C'est votre première fois. Oui, ici. Eh bien, laissez-moi vous offrir votre première admission. Ok. Merci. En arène, ce qu'on va chercher à faire, c'est 7 victoires. Alors, pourquoi 7 victoires? Parce que, tout simplement, on gagne 150 pièces d'or. Donc 150 pièces d'or, c'est le prix d'une arène en fait. Du coup, si on fait cette victoire, eh ben, on peut réenchaîner derrière une arène. Et quand on gagne, donc une arène, c'est... on va voir le principe après, ça sert à rien que je m'explique avant. Quand si on fait cette victoire, on aura donc 150 gold, ça j'ai déjà dit, pour refaire une arène derrière, mais on aura un booster. Du coup, ça fait comme si on avait un booster gratuit, soit 5 cartes. Ce qui est incroyable, parce qu'on l'a gratuit au lieu de dépenser nos 100 gold d'ici. Vous voyez, vous commencez à comprendre pourquoi l'arène est beaucoup plus intéressante. Mais après, il faut les faire les 7 victoires. Quelqu'un... Ah merde, je le prends comme ça sans vous dire. Je suis vraiment en abruti. Alors qu'est-ce qu'on avait? Ah, je sais plus. On avait le... Ah oui, on avait prêtre, druide et quoi? Enfin bref, la troisième était très... Celle de la droite était très moyenne en arène. Donc en arène, ce qu'on va prendre comme en priorité, c'est mage, druide, paladin. Si vous n'avez pas ces trois-là, franchement, les autres sont à peu près au même niveau. Hein. Peut-être le chaman qui est un peu devant le reste, je sais pas trop. Après, ça dépend. Hein. Prenez ce que vous voulez ensuite. Mais le druide, très bon en arène. Hein. C'est ma classe préférée, moi, parce que bon, mage, c'est vraiment très puissant. Hein. Donc ici, jeune prêtresse, voyant froid de lumière et un jongleur de couteau. Alors, jeune prêtresse intéressant, mais pas du tout en arène. Alors, dans le zoo, on va peut-être la jouer, mais en arène, on la prend pas. Pourquoi? Parce que ça a un point de vie, et un point de vie, ça meurt sur beaucoup de choses. Soit un passif du druide, en l'occurrence ici, pouvoir héroïque. Pouvoir héroïque du druide, pouvoir héroïque du mage, 2 points de vie, non, 1 point de vie pour 2 points d'attaque. Ça peut être intéressant, malgré qu'elle coûte 1, et puis elle a un passif... qui nous servira pas en arène. Un Murloc inutile en arène parce que oui, donc en arène c'est des cartes aléatoires qu'on a. Du coup, il sera très rare, surtout en l'occurrence ce Murloc là. Il pourra pas comboter avec son cri de guerre avec d'autres Murlocs parce qu'on n'en aura sûrement pas dans le draw. Du coup, en aucun cas il faut prendre le Murloc en arène. Jongleur de couteau, très bon tour 2. Vraiment un passif pour le coup intéressant par rapport à celui de la jeune prêtresse. Donc on va prendre le jongleur de couteau. Qui est vraiment une très bonne carte qu'on prendra aussi dans notre deck zoo. Hein. Donc ça inutile, pourquoi? Parce que Furie des Vents on l'utilisera jamais. 1, 2, 3 pour 3 de mana c'est trop faible. On la posera sur le terrain, elle va mourir tout de suite. Du coup jamais elle pourra attaquer avec sa Furie des Vents. Hein. Tout simplement, et puis même 2 d'attaque, bon, ça coûte trop cher en fait. Parce que Feu stellaire c'est pas mal. C'est une carte qui se remplace. Donc qui se remplace, ça veut dire qu'on pioche en fait, on l'utilise, on repioche, donc c'est une carte gratuite entre autres, hein, en admettant, enfin bref, mais elle coûte cher, et surtout qu'à côté on a une prophète du cercle terrestre qui est vraiment intéressante, une 3-3 pour 3, c'est des stats correctes et qui a un cri de guerre pas mal, pas pour heal le héros mais pour heal d'autres cartes, donc ça on verra, c'est la gestion du card advantage. Hein. On verra ça plutôt sur le terrain après. Donc tiens, je vais le dire maintenant. Ici dans la courbe de mana, voilà, très mauvais. Ici dans la courbe de mana, on va chercher. Donc il y a une courbe pour les sorts et une courbe pour les créatures. C'est-à-dire,
Pour les créatures, entre autres, on va chercher, donc dans les créatures 1 et tour 1 et 2, on les met dans le même top, on va en chercher 6 à 7. Dans les créatures tour 3, on va en chercher 5 à 6. Dans les créatures tour 4, on va en chercher 5. Plus ou moins, hein, mais non, 5 c'est l'idéal. Et dans les créatures qui coûtent 5 de mana ou plus, on va en chercher 5. Pareil. Et dans les sorts, on va en chercher entre 6 et 8. Donc ici, on a déjà un tour 2, un tour 3. De toute façon, c'est difficile à dire si on a une bonne courbe de mana quand on est à 2-4 sur 30. Ici, grand loup de loup de givre, provocation 2-2 qui sert à rien, inutile. 2-2 pour 2, ça sert à rien. C'est inutile. La provocation, on s'en servira même pas parce que de toute façon, en arène, ce qu'on veut, c'est générer du card advantage. Donc, c'est nul. Celle-là, rien que de voir, on sent que c'est une carte vraiment mauvaise. Je sais pas vous, mais ah non, moi je la sens pas. Croissance sauvage, intéressant, mais quand on la prend à la fin, hein, parce que là on voit pas du tout si on aura de grosses cartes, si on a envie d'atteindre le late game rapidement ou pas. On va pas tenter la croissance sauvage au début, surtout en draw 3. Ici le Festella, on l'a vu tout à l'heure. Pour le coup, on va le prendre parce que c'est un sort qui reste, ma foi, intéressant. Ghoul instable, une carte d'Axtramas qui est récente du coup. Donc une 1-3 provocation qui fait un tourbillon, donc qui inflige un point de dégâts à tout board quand elle meurt. C'est pas mal, c'est un anti-contrôle, c'est un anti-aggro, je veux dire. Mais en arène, de toute façon, aggro, ni contrôle, ni aggro, ça sera pas ça l'arène. Du coup, on va éviter de la prendre tout simplement parce que ça peut foutre l'adversaire, nous autant que l'adversaire dans la merde avec son râle d'agonie. Le briseur, il est vraiment pas mal, c'est un tour 4 vraiment recherché en arène parce que le silence est vraiment pas mal en arène comme en ladder. Le silence, c'est mon cri de guerre favori, hein, qui te sort des situations délicates vraiment bien, les silences. Moi j'adore. Ici c'est un sort qu'on utilise plus souvent comme une bête. Donc choix d'armes, soit ça, soit ça. Donc soit ça fait +1 à tout la board, soit ça fait proc une panthère 3-2. Donc ici on va prendre le brise-sort, hein, parce qu'une panthère 3-2, on n'a pas forcément envie, on cherche autre chose. Champion d'or de vent, c'est bien en arène, c'est vraiment pas mal. Bon, on va pas en parler. Quand on voit une deuxième carte, on n'en parle pas, juste on zappe. C'est mauvais. Champion d'or de vent, pas mal. 6 pour 7, bon, c'est pas des cas de folie mentaux, des stats phénoménaux, mais cela dit, un passif très intéressant, donner +1/+1 à tous ses serviteurs, c'est vraiment pas mal en arène. Hein. Ça peut générer justement du contrôle de board, donc du contrôle de table, tout ça. Mais à côté, on a le maître de Bookcase Engine, donc une 3-5 provocation. Donc provocation, on est obligé d'aller taper dedans, vraiment très intéressant, parce qu'elle coûte pas cher. Ça a des stats de 1, donc de 1, en gros on additionne les points de vie et l'attaque. Si ça fait le double du coût en mana, on appelle ça un stat de 1. Okay, et en plus provocation, donc avec favoriser les points de vie, vraiment Maître Senjin, vraiment fort. Ici Grizzly 3-3 pour 3 provocations, même principe que pour le Grunt, loup de givre, on prend pas parce que ça a des stats de caca. L'oracle, Murloc ici, comme tout à l'heure on l'a vu. Murloc, on oublie, on zappe. Ici, druide de la grille, vraiment la meilleure carte du druide en arène. On a la chance de l'avoir, la meilleure carte du druide en arène. Parce que soit ça fait 4-4 charges, soit ça fait une 4-6 provocation. Donc soit on l'utilise, dans tous les cas on peut l'utiliser, parce que soit on l'utilise défensivement, soit offensivement. Du coup, elle est hyper genre passe partout quoi, on peut l'utiliser tout le temps en fait. Du coup on la prend, on n'hésite pas. Druide de la griffe, souvent on prend. Ma connaissance, ok. Ici Docteur Volou, on oublie, c'est nul. 2-1 pour 1, le heal en arène, c'est pas terrible. Sauf ici, bon, elle est pas mal celle-là parce qu'elle a 3 PV. Celle-là a 1 PV. On la pose, on heal, ok, ça sert à rien. Elle meurt après directement, nul. Âme de la forêt, c'est nul. Pareil, hein, c'est une carte morte parce que bon, les triangles 2-2, c'est inutile. Hein. Enfin, si, ça peut être utile, mais bon, c'est beaucoup trop situationnel par rapport à la marque du fauve. La marque du fauve peut être très embêtante pour l'adversaire. Ça peut générer un contrôle de board, un card advantage. Ça peut vraiment embêter l'ennemi. Hein. +2/+2 et donner provocation en plus sur un gros taunt, enfin sur une grosse carte, je veux dire. Ça peut vraiment emmerder l'adversaire. Hein. Du coup, on va prendre la marque du fauve aussi. Et puis, c'est un sort. On cherche à avoir des sorts. Pas mal, marque du faux. Bon, c'est pas la meilleure, hein, mais...
Ici, ingénieur novice de la pioche, très très intéressant. La pioche en arène, ça fait un token 1-1. C'est pas dégueulasse, mais c'est la pioche. C'est ça l'avantage de cette carte, c'est qu'elle pioche en fait. Du coup, on s'enfonce dans le deck, ça pose un token, mais bon. En arène, l'ingénieur novice, c'est pas la meilleure carte de pioche, qui soit. Ici, Berserker Kurubashi, elle est pas géniale. Avec le druide en prêtre, elle pourrait être intéressante vu qu'on peut la heal, tout ça. Mais en druide, on va pas la chercher, ça se fait bouffer par un colo, tout ça. Ici, le crocodile, une 3-2. Une 2-3, excusez-moi, pour 2, des stats très très intéressants. Vraiment, ça meurt pas sur les petits sorts, vous savez, qui coûtent 1, que pas mal de classes ont là. Par exemple, le chasseur avec son tir des arcanes qui inflige 2 points de dégâts. Le crocodile, il meurt pas. Au contraire des drop 2 qui font 3-2, ça meurt. Donc il faut toujours favoriser les 2-3 au 3-2, clairement. Bon, ici, non, parce que c'est un passif pas mal. Donc pourquoi elle a pas de passif ici? C'est juste parce que c'est une bête. Et les bêtes ont un petit avantage par rapport aux cartes professionnelles. Donc ici, pareil, on n'en parle pas. Ça, c'est pas. Choix des armes, elle est pas mal, celle-là. C'est un sort pas mal. Mais on va pas prendre. Aussi, ça, vous avez qu'à lire, je vais pas expliquer tout. L'inventory gnome, vraiment forte. C'est un draw 4 qu'on cherche à avoir en arène aussi, parce que c'est une 2-4. Ça met de la présence sur le board, ça peut générer du advantage, et surtout, ça pioche, ça se remplace. Et c'est quand l'ingénieur novice, mais en mieux en fait. Parce que 4 points de vie, c'est beaucoup. Et on va la prendre. Ici, donc alchimiste dément, donc une 2-2 pour 2, pareil, c'est des stats vraiment nuls. Cela dit, il y a un cri de guerre qui peut parfois faire la différence. Bon, c'est mieux l'alchimiste qu'une provocation. Enfin, c'est mieux un cri de guerre comme ça qu'une provocation. Sur une 2-2 qui coûte 2, on est d'accord. Une morsure, c'est une griffe. Tour 4. Et non, justement, parce qu'une griffe, imagine, on va comparer. Une griffe, ça coûte 1. Ça donne plus 2 d'attaque, plus 2 d'armure. La morsure coûte 4. Ça donne plus 4 d'attaque, plus 4 d'armure. Imagine, ça coûte statistiquement 2 fois plus cher que la griffe. C'est pas terrible, on sait pas non plus dégueulasse comme carte, mais c'est pas terrible. À côté, on a nourrir, donc choix les armes. Soit on pioche 3 cartes, soit on donne 2 cristaux de mana. Donc quand on utilise, c'est tout le temps pour piocher de la carte. On va jamais chercher des cristaux de mana pour nourrir, ça coûte beaucoup trop cher. Ça prend souvent tout le tour. On va prendre le nourrir. Parce que pour piocher de la carte, pour une carte, on en pioche 3, c'est vraiment pas mal. Ça nous permet d'avancer dans le deck, d'avoir une main plus avancée que celle de l'adversaire, c'est pas mal, c'est pas mal. Fusée de forge de fer. Alors là, c'est encore pire. Une 2-2 pour 3. C'est dégueulasse. C'est une carte qui devrait même pas exister. Même si elle coûtait 2. Bon, si elle coûtait 2, peut-être qu'elle serait plus jouée. Mais non, jamais. Je veux pas voir ça dans vos decks, les amis. Croissance sauvage, on en a vu tout à l'heure. On est encore trop tôt pour en prendre une pas. Ici, malgré que le cri de guerre sera totalement inutile pour nous, c'est pareil, c'est une 2-3 pour 2. Ça a des stats corrects. C'est le même principe que le crocolisque. Bon, c'est pas une bête, mais on s'en fout, parce que ça change rien pour un druide. Cri de guerre inutile, mais on va le prendre quand même. Une 2-3 pour 2, c'est correct. Donc ici, on a déjà 3 tours 2, il manque un peu de temps. Donc ici la rampante, vraiment pas mal, bon c'est une bête, mais ça c'est pareil, c'est qu'un détail. Quand elle meurt, Radagoné invoque 2 araignées 1-1, c'est pas mal parce que bon, ça se joue en leader, c'est surjoué en leader. Parce que faut la gérer 2 fois, c'est 1-2, imaginez pour 2, bon, sans compter le fait que ça peut se faire silence, mais bon, prendre un silence sur une rampe en tentée, en général on est content. Donc une 1-2, 2-1-1, pour 2, franchement. Ça met pas mal de pression quand on la pose tour de ça à l'adversaire. C'est un bon anti-token, c'est bon, c'est pas démentiel dans les stats, mais c'est franchement pas mal. À côté, on a une croisée écarlate, une 3-1, bouclier divin. Bon, c'est dommage parce que c'est une bonne carte, mais moi je l'aime pas trop en fait. Parce que le bouclier divin, c'est trop facile à casser un bouclier divin et derrière elle a un PV quoi. Elle meurt tout de suite en fait. Du coup, c'est pas une carte qui me fait vraiment peur. Ça, c'est pour ça que on hésite entre ces deux là parce que le limon ici qui peut détruire une arme, bon, c'est situationnel. Toutes les classes ne peuvent pas avoir d'armes, mais détruire une arme adverse, même la poser tour 2, un limon contre un mage, bon, c'est comme un raptor, franchement. Ici, je sais pas trop. Ici, je me tâte, j'ai pas envie de m'éterniser non plus trop longtemps. Même croiser carré pourrait être pas mal, vous voyez là, par rapport à la courbe de mana. On va quand même prendre un limon. Je pense que le limon pourrait faire le taf sur certains match-ups durant notre arène.
Ici, on n'a pas d'arme. Du coup, une 3-3 provocation pour 4, on oublie. Même pas, on y pense. C'est encore pire que les deux autres cartes. Ça, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. Et encore, quand on a une arme, ça peut avoir son intérêt, mais là, strictement pas, quoi. Toucher guérisseur, c'est une carte morte parce que le heal en arène, on n'en veut pas. Hein. On n'en veut pas parce que c'est des cartes qui. C'est comme offrir à l'adversaire une carte. Le logique, c'est comme jouer à 29 cartes contre 31. Du coup, le toucher guérisseur, quand on l'a dans la main, bah, on n'est pas content parce qu'elle va servir à rien en fait. Du coup, la meilleure façon de ne pas l'avoir dans la main, bah, c'est de ne pas la prendre. Du coup, ici, on va prendre un deuxième feu stellaire. Hein. Par contre, on n'en prendra pas de troisième parce que c'est vraiment pas quelque chose de ouf. Ici, une 3-5 pour 4, donc ça c'est une carte d'extra aussi, qui silence tous nos serviteurs. Tous nos serviteurs à nous, hein, ça silence pas les serviteurs adversaires. C'est ça. En fait, c'est une carte avec des stats relativement bons. C'est moins bon qu'un Yeti, mais pourquoi c'est moins bon qu'un Yeti? Parce que des fois, t'as des cartes comme le Nervi de Capital Risque qui fait que c'est une 7-6 pour 5, mais qui fait que nos serviteurs coûtent 3 de mana en plus à poser, quoi. Et par exemple, ça vous combotez avec le Nervi, bah, le Nervi il se fait silence et vos serviteurs coûtent le même prix. Hein. C'est pour ça que l'âme gémissante est intéressante, mais bon, on va pas la prendre parce que ça c'est pareil. On peut éventuellement faire un deck autour de ça pour le ladder, mais on arrête, on évite. Hein. Sauvagerie, c'est nul, surtout quand on n'a aucun combo à faire. On aurait pu faire un combo avec la méga griffe, la 4-4, enfin 4 d'armure, 4 dégâts, mais là on va pas le faire. On va prendre un deuxième nourrir. Donc pareil, nourrir, on n'en prendra pas d'autre. Innervate, carte morte, mais pas tant que ça parce que ça peut mettre un gros coup de pression à l'adversaire. Par exemple, on est tour 6, je pose Innervate, un protecteur ici, ça fait mal. Mais Archer Elf, on oublie, hein, Archer Elf c'est nul, une 1 pour 1 qui affiche un point de dégâts, ça sert à rien, carte morte, on oublie. Ici, le protecteur est vraiment fort en Druffon. Pas vraiment fort non plus, mais il est fort. Une 8-8 pour 8, ça fait un gros coup de pression. C'est une provocation. On est forcément à passer par-dessus. Ça amène un silence souvent. Souvent, cela fait silence, hein, le protecteur. Mais bon, les silences en arène, c'est pas ce qu'on voit le plus. Hein. Mais le protecteur, assez strong. Hein. On manquait de tour 3, c'est cool. Ça, on oublie. Je vous laisse deviner pourquoi. Hein. Regardez bien ces PV. Le limon, on en a déjà un. On a assez de draw 2. Ici, le Worgen qui est vraiment pas mal. Hein. Une 3 pour 3 qui a un accès de rage plutôt intéressant. Parce que l'accès de rage qui fait proc. Hein. Admettons, il y a un token. Bon, on n'en a pas ici. Bon, là, un inventorium, donc 1-1. On tape avec la 3-3 sur la 1-1. Et bah directement, elle sera une 4-2 qui pourra réattaquer. Parce que Fury Défense, c'est ça peut attaquer 2 fois. Donc il fait proc. Worgen, j'adore. C'est une de mes cartes préférées. Docteur Voodoo, c'est nul. Fusil, l'effort de fer, c'est encore plus nul. Ici, le limon, on n'a pas le choix. On a déjà parlé de ces 3 cartes-là. On va pas s'étendre. Donc, ah bah tiens, j'ai pas fait gaffe ici. Oula, connexion, machin. J'ai pas fait gaffe ici. Pensez, quand vous avez 15 cartes dans le deck, à compter. C'est important de compter pour voir à peu près ce qui nous manque ou pas. Hein. Donc, on va compter. Alors, en nombre de sorts, on est à 1. 2, 3, 4, 5, on a 5 sorts, on en cherche 6 à 8 sorts. Du coup, en sort, on est pas mal. En tour 2 et 1. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Il nous manque quelques tours 2 et 1, mais on est pas mal encore. Tour 3, 1, 2, on manque sérieusement de tour 3. Tour 4, on est à 3 tours 4. Et tour 5 et plus, on est à 1, 2. Du coup, là, ce qu'on va chercher, c'est des tours 3. Bon, on peut prendre un peu de tout encore, donc on peut encore prendre les meilleures cartes. Mais à partir du moment où vous verrez qu'on ne prendra pas forcément la meilleure carte, mais la carte qui correspond le mieux à la courbe de mana. C'est pour ça que c'est un peu délicat et qu'il faut faire bien attention à la courbe de mana. C'est plus important la courbe de mana qu'avoir des cartes OP. Hein. Parce qu'on on va pas prendre que des cartes super fortes qui coûtent 8 de mana, parce que sinon tu te fais tuer avant le tour vite, quoi, tout simplement. Donc ici on va prendre ça parce que dégâts des sorts c'est pas ce qu'on cherche en arène, hein. Une 2-2 pour 2, même principe que pour les autres. On cherche pas à avoir. Grizzly pareil, 3-3 pour 3. C'est d'abord on n'a pas un bon droit. Mais ça va, là, le pirate qui nous aide pas mal. Le grunt,
Décidément, on veut qu'on le prenne, mais on ne le prendra pas. L'acclimatation, détruire un serviteur pour un. Ok, waouh, mais non, faut pas la prendre parce que ça fait piocher 2 cartes à l'adversaire. C'est énorme, ça coûte super cher. On oublie l'acclimatation. L'acclimatation, faut surtout pas la jouer en arène. Il y a beaucoup mieux à côté, sûrement. Ici, en l'occurrence, croissance sauvage. Du coup, pour le coup, on peut se permettre de la prendre parce qu'on a un protecteur. On a. Bon, de toute façon, on n'a pas le choix. C'est pas forcément le meilleur pick, ce qu'on aurait voulu avoir, mais bon, on n'a pas le choix. On va prendre ça. Ah, intéressant. Donc poulet furieux, gros troll, je prendrai pas, hein, c'est 1-1, accès de rage 1. Ça pourrait comboter avec ça, ma foi, mais bon, on oublie. Poulet furieux, ça peut se jouer en fun deck. Peut-être que je ferai pour montrer, mais non. En arène, on oublie. Météore, intéressant, soit ça inflige 5 points de dégâts à un serviteur, soit ça fait 2 points de dégâts sur tous les boards adverses. C'est pas mal, sauf que 2 points de dégâts, c'est pas hyper ouf. Oui, il n'y a pas beaucoup de créatures qui ont 2 PV, quoi. De grosses créatures, ça coûte 5. Hein. Au tour 5, quand on a envie de clean à board, les créatures ont pas de PV. Hein. Ici, Gardien des Bosquets, superbe tour 4 du druide. Ça a un silence, ça inflige 2 points de dégâts, donc c'est intéressant, surtout pour son silence. Mais les 2 points de dégâts peuvent vraiment faire le taf. Ça a des stats très corrects. Pour 4, on va prendre ça sans hésiter. On peut encore se permettre de prendre des tours 4. Alors ici, Croc Zombie. 1, 2, 3 pour 1, c'est vraiment fort, vraiment fort. Vous la posez tour 1, ça fout une pression immense sur l'adversaire dès le début. Bon, c'est pas grave, ça rend 5 PV à l'adversaire, c'est absolument pas grave. Parce que je répéterai jamais assez, les PV en arène, on s'en carre. Voilà, on s'en carre, j'ai dit. Toucher Greta. Le balayage, cela dit, vraiment superbe, important en druide. On en cherche en arène en avoir 2 voire 3. Hein. Quand j'ai un troisième qui sort, je le prends souvent. Parce que le balayage, c'est un contrôle de zone. Ça peut vraiment, on peut faire des plays avec ça. On prend le balayage sans hésiter. Le balayage, on cherche en avoir plusieurs. Hein. Alors ici, là, j'ai un novice de Raptor. On oublie pourquoi, parce qu'on a déjà assez de draw 2, tout ça. Là, j'ai un qui reste correct, mais bon. Raptor, c'est pas terrible. Hein. Raptor, c'est vraiment pas terrible. Une 3-2 qui fait rien, bon, c'est parce que c'est une bête, mais qui fait rien. On veut pas ça. Ici, on a le chevalier de la mort spectrale qui est vraiment hyper intéressant. Hein. Bon, c'est une 4-6 qui coûte 5, c'est des stats très corrects. Et surtout que ça peut pas être cible de sort ou de pouvoir héroïque. Hein. Du coup, il sera obligé, l'adversaire, de mettre des créatures dedans s'il veut le faire. Ou alors, éventuellement, la silence. Ensuite, on a pour le coup une croisée écarlate qu'on va prendre parce qu'on manque sérieusement de trop 3. On en a déjà parlé. L'ogre magique K4 pour 4, ça a des stats. À partir de tour 4, 4-4 pour 4, ça a des stats. Ça commence à être correct. Hein. Ça n'a plus rien à voir avec avant tour 3. À partir de tour 4, 4-4 pour 4, ça commence à être correct. Cela dit, les dégâts des sorts, on ne cherche pas à voir. Hein. Parce que tu as des 4-4 pour 4 qui sont beaucoup plus intéressantes que ça. Hein. Du coup, là, on va prendre croisée écarlate. Sans vraiment hésiter, parce qu'on manque sérieusement de tour 3. Une colère. Ah, ça c'est vachement... Bon, jeune faucon dragon, encore pire que le poulet furieux, on oublie. Hein. Furie des vents à 1 de dégâts, merci quoi. Un murloc, c'est le meilleur des murlocs. Celui-là, ça m'est déjà plusieurs fois arrivé de le prendre en arène. Mais bon, c'est un murloc et on déteste les murlocs. Colère, vraiment pas mal. Hein. Soit c'est une carte qui se remplace, soit c'est une carte qui inflige 3 points de dégâts pour 2. On manque de sort, on le prend parce que la colère qu'on envoie, souvent on la prend. Colère, c'est vraiment des cartes qu'on cherche à avoir en druide. Hein. Ici, on en prendra on n'en prendra pas d'autres. Griffe, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. 2 d'attaque, 2 d'armure pour 1. Ça peut gérer des petites merdes comme jongleur de couteau ou un limon. Ici, hein, je me fais ici, une panthère, une 4-2 pour 3 camouflages, donc que l'adversaire ne pourra pas gérer sauf consécration, flame strike, bizarre, enfin, sauf contrôle de zone. Ça peut être pas mal parce que ça fait un anti-grosse bête ou éventuellement un finisher. Hein. Mais souvent, ça fait un anti-grosse bête. Et c'est souvent une carte qui génère du 1 pour 1. Ici, on manque de tour 3. Je sais pas combien de sorts on a. On a 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a déjà 8 sorts. Du coup, ici, on n'a pas le choix en fait. On manque de draw 3. On n'a pas le choix. On va prendre la panthère plutôt que la griffe. Hein. Et le draw, c'est les 3 quarts, de l'arène. Hein. Alors ici, sanglier de broche-fer de la merde, pareil, 1 pour 1. Décidément, on a beaucoup de cartes de merde dans cette arène.
Donc 1-1 pour un charge, ça sert à rien. On oublie, c'est une carte morte. Berserker Amani, très bon tour 2. Très très bon tour 2 parce que 2-3 c'est les stats qu'on cherche à avoir en drop 2. À côté on a bah non, à côté oui il y a ça mais accélérage 3 dégâts ça peut vraiment faire le taf hein. Mais Filio parce que l'adversaire ça le force à faire 3 points de dégâts instantanément parce que jamais il fera genre bon je lui mets 2 points de dégâts, je temporise un peu, je ferai le point de dégâts plus tard. Mais non parce que sinon ça devient une 5-1 et c'est abominable hein. À côté, on a le Yeti, le meilleur tour 4 du jeu, à mes yeux. Enfin, de carte neutre, hein, parce que bon, il y a des tours 4 de classe, admettons, le gardien du bosquet est plus fort que le Yeti, mais c'est une carte de classe. Ici, bah, et encore, je suis même pas sûr que le gardien du bosquet soit. Enfin, non, je sais pas. Ça, après, c'est personnel. Moi, je préfère. Bah, je joue pas vraiment de druide beaucoup, du coup, je préfère le Yeti. J'ai eu plus l'occasion de jouer le Yeti. Mais Yeti, quand on le voit pareil en arène, généralement, on le prend. Hein. 4-5 pour 4, c'est vraiment des stats abominables. Ici, très mauvais draw. Mais cela dit, ça tombe. C'est pas si mauvais que ça parce qu'on manque de tour 3. Du coup, match de la rang, une 1-4 qui donne un dégât des sorts. On nous oublie. Ici, la provocation 5-4. Ça, c'est une des cartes les plus pourries du jeu aussi. Je sais même pas pourquoi elle existe. Pareil, hein, c'est inutile quoi. 4 points de vie. Qui coûte 5 provocation, c'est le gars il a mis provocation, c'est parce qu'il est c'est un kamikaze quoi, enfin même pas un kamikaze parce que ça va être le seul à mourir quoi, parce que carte morte hein, vraiment c'est t'offres un avantage à ton adversaire à prendre ça dans ton deck littéralement. Match de Dalaran c'est presque le même principe, enfin bref c'est quand même mieux que le garde que le garde de bête putain. L'envoyant de Tralmar, bon bah je vous l'ai dit tout à l'heure c'est mauvais mais bon ici c'est le mieux qu'on a. C'est le mieux qu'on a, et puis bon, c'est un tour 3, bon. Voilà quoi. Acclimatation nulle, garde butet, non, j'en parle plus. Élémentaire de givre, c'est pas mal. 5-5 pour 6, on manque de tour 5 et plus. Ça gèle, ça peut temporiser, bon, c'est pas mal. Hein. Franchement, l'élémentaire de givre, qui est une carte vraiment correcte en arène. Hein. Ensuite, on a une acclimatation, encore décidément, on ne prendra pas. Un corsaire de l'effroi, c'est le cancer de l'effroi, évidemment, on est tous d'accord, parce que c'est de la chiasse totale. Cela dit, chevaucheur de loup, c'est pas génial. Là, on va la prendre quand même parce que c'est un tour 3 et on va l'utiliser en anti-bête. Hein. Vraiment, on va l'utiliser simplement pour tuer des bêtes contre 3 points de vie ou plus. Hein. On l'utilisera pas comme ça au tour 3. Eh, hey, vas-y, YOLO. Non, non, parce que ça va mourir tout de suite. Hein. On va prendre le chevaucheur de loup parce qu'on manque le tour 3. En dernière 4, on a encore un... Alors là, décidément, je pense qu'on a vraiment une bonne courbe de mana. Hein. On a un tour 3, l'aventurier en pleine quête qui est pas mal. Cela dit, c'est un peu trop situationnel. Ça, c'est une carte qu'on joue en late game quand on veut poser plein de cartes en même temps. Parce que quand on pose ça à tour 3, c'est une de 2. Souvent, elle tient pas. Hein. Le mage ancien, c'est pourri, quoi. C'est minable. Une 2-5 pour 4, ça a des stats déjà de merde. Et ça a un cri de guerre encore plus merdique, hein, surtout en arène. Bon, j'ai déjà vu des decks en ladder basés sur le mage ancien, mais non. Ici, le maître de Diablotin qui est vraiment intéressant, c'est un générateur de tokens. C'est une 1-5 qui coûte 3, ça a des stats bon. Donc c'est un stat de 1, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, 1 plus 1, non, 1 plus 6, putain, 1 plus 5, mais t'es con. 1 plus 5, 6, divisé par 2, 3, stat 2. On est d'accord. Je pense qu'on va prendre ça parce que ça fait des tokens et les tokens c'est pas mal. Hein. On va prendre ça. L'aventurier aurait pu être une option mais là non. On va jouer safe, on va prendre ça. Maintenant, affrontez un autre joueur d'arène pour voir ce que vaut votre deck. D'accord, merci, je sais même pas comment il s'appelle celui-là. Aubergiste, merci l'aubergiste. Ici on a un deck vraiment pas mal. On va essayer de faire cette victoire. Je promets pas, je pense sincèrement qu'on va le faire. On va recompter une dernière fois. Alors en nombre de sorts, on est à 1, 2, 3 sorts. Quatrième, 5, 6, 7, 8. Du coup, on n'en a pas pris d'autres. Je me rappelle pas. En tour 2, en tour 1 et 2. Donc là, on a que les tours 2. Bon, c'est pas dramatique ça. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. Donc entre 6 et 7, on est bon. En tour 3, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre 5 et 6, on est toujours bon. En tour 4, on est à 1, 2, 3, 4, 5 tour 4. Parfait. Et en tour 5 et plus, on est à 1, 2, 3, 4. Alors on aurait peut-être aimé avoir un peu plus de grosses cartes. Mais bon, on va essayer de rush. Donc vous voyez la courbe. Hein.
Là, on a une belle courbe. Bon, elle est pas du tout représentative parce qu'il y a les sorts en même temps, hein. Là, je suis un peu en train de frimer, mais des fois, ça part en zigzag. Le deck est souvent meilleur, hein. Ici, c'est dommage. On aurait aimé avoir un peu plus de contrôle de zone. On a un balayage. C'est vraiment faible, hein. Mais bon, on va essayer. On a un silence. On a moyen de faire quelque chose sur ce deck. Du coup, je vous propose qu'on se retrouve dans la deuxième partie de cette vidéo où on va commencer l'arène commentée, où je vais vous expliquer un peu les principes du card de montage, tout ça. Enfin, on va voir, on va essayer de faire ça de victoire. Et je vous dis, donc je vous redis à bientôt dans la partie 2. Et puis voilà, allez, je vous embrasse, ciao.